à ceux qui n'étaient pas là ce matin ou hier. Rebonjour à ceux qui nous font le plaisir de nous avoir rejoints après le déjeuner. J'espère que vous avez bien profité de cette pause et je suis ravi de vous retrouver pour cette 4e table ronde de la journée. On va totalement changer de sujet par rapport à ce matin, même si on l'a d'ores et déjà évoqué ce matin. La table ronde de cet après-midi, elle est consacrée à l'un des sujets qui est l'un des plus préoccupants pour les Français, un des sujets qui nous inquiète tous et pour lesquels nous allons tous chercher un moment ou à un autre une solution. Je veux parler de la prise en charge de nos parents et parfois de nos grands-parents, bref, la prise en charge de nos aînés. Alors le sujet, il est absolument colossal et pas parce qu'il est simplement psychologiquement et humainement très intime. Cela pose des questions que l'on n'a parfois pas envie de se poser. Et il est aussi très compliqué d'un point de vue des moyens et de la façon dont les choses sont gérées au quotidien pour les personnes âgées aujourd'hui. Juste pour vous donner une idée, quelques chiffres. Actuellement, les 75 ans et plus sont en France environ 6 millions, ça veut dire en gros une personne sur 10. Dans moins de 20 ans, ils seront 10 millions et mesdames, messieurs, nous serons nombreux à en faire partie. Or, face au vieillissement de la population, eh bien, les problèmes de dépendance qui en résultent, les structures d'accueil ne suivent pas toujours et ne sont pas toujours malheureusement au niveau de qualité que l'on pourrait espérer pour des personnes âgées et dépendantes. EHPAD surchargés, manque de moyens, parfois maltraitance. L'actualité vient très souvent, trop souvent, nous rappeler que ce problème est loin d'être résolu. Alors la question que l'on va se poser ensemble cet après-midi, elles sont simples. Sommes-nous en mesure de pouvoir nous occuper de nos parents quand ils ne peuvent plus s'occuper d'eux-mêmes? Les maisons de retraite sont-elles en train de devenir mieux équipées ou le pire est-il encore à venir? Y a-t-il des solutions ou des réponses politiques, humaines, économiques, viables, qui soient accessibles à chacun de nous pour que nos parents et nous, un jour, puissions dignement terminer nos vies? Donc, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Le sujet, encore une fois, n'est pas gai pour l'heure du pour le début d'après-midi, mais il est absolument essentiel. J'invite donc à me rejoindre sur scène Jean-Daniel Lévy, Dominique Joseph, Pierre Mayer, Bertrand Fagonard et Marianne Monchamp, mesdames, messieurs, si vous voulez bien me rejoindre. Ne vous inquiétez pas, Marianne Monchamp n'est pas encore totalement arrivée. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'embouteillages à Montpellier qu'à Paris. Visiblement, c'est le cas. Mais elle va nous rejoindre dans quelques instants. C'est ce que l'on vient de me dire il y a quelques secondes. Quand on parle donc de la prise en charge de nos aînés, il y a une réalité qui est frappante. C'est celle d'un système qui est parfois considéré comme étant au bord de la crise de nerfs. Et vous allez le voir, en tout cas, c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations des Français, mais peut-être pas assez au cœur de celle des pouvoirs publics. En tout cas, c'est la question que la Mutualité française a voulu se poser en préparant cette table ronde et en vous demandant, Jean-Daniel Lévy, de réaliser une enquête d'opinion sur ce sujet, étude sur la prise en charge de la perte d'autonomie. Donc, vous avez dirigé cette enquête. Peut-être d'abord le petit mot classique sur la méthodologie et la façon dont vous l'avez menée. Oui, absolument. Bonjour à tous. Merci effectivement de nous avoir permis de travailler sur ce sujet, pas forcément auprès d'un échantillon représentatif de Français. On a, avec la mutualité, eu l'intuition de se dire qu'il était intéressant de regarder ceux qui, d'une manière ou d'une autre, pouvaient être considérés comme étant les plus concernés. Donc nous avons interrogé les personnes qui sont âgées de 45 ans et plus, on va le voir, je pense, s'afficher, et donc une population qui est soit amenée à se projeter vers une situation de dépendance plus que le reste de la population, soit aujourd'hui est en situation d'avoir, comme vous l'avez dit dans votre propos introductif, des parents ou des grands-parents en situation de dépendance, et donc pas de parler uniquement d'un point de vue théorique, mais avec soit une projection individuelle, soit un vécu que l'on peut avoir dans le cadre de son quotidien. Alors, les 45 ans et plus, la façon dont vous avez abordé de ce sondage, elle est assez intéressante parce que parler de vieillir, c'est aussi parler de l'avenir, mine de rien, parce que ça nous concerne tous. Et quand on demande aux plus de 45 ans, justement, quelle est leur vision de l'avenir, on voit que les réponses, elles sont assez partagées, assez mitigées, et que, franchement, j'ai l'impression que l'opinion est totalement coupée en deux. Alors,
on peut voir soit le verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein. On interroge aujourd'hui les personnes qui sont âgées de 45 ans et plus, et vous pouvez voir que plus d'une sur deux déclarent qu'elles ont confiance dans l'avenir. Je pense que j'ai plutôt tendance à vouloir voir le côté positif. Non pas parce que ça serait une appétence personnelle, parce qu'on décrit souvent la France comme étant un pays qui est un pays critique, comme un pays anxieux, comme un pays pessimiste et comme un pays qui a du mal à se projeter globalement vers l'avenir. Pour autant, aujourd'hui, quand on interroge une population, pas uniquement d'un point de vue de santé, pas uniquement d'un point de vue de dépendance, mais d'un point de vue de projection ou de confiance à l'égard de l'avenir, on a quand même un peu plus d'une personne sur deux qui est confiante à l'égard de l'avenir. Plus on avance en âge, moins la confiance est importante, ça c'est assez logique. Et il y a également une forme de ségrégation sociale qui œuvre. Quand on est issu des catégories supérieures, on est beaucoup plus confiant à l'égard de l'avenir que lorsqu'on est issu des catégories populaires. Alors, quand on demande maintenant à ces Français depuis de 45 ans ce qui les inquiète le plus, cette question d'une santé qui se dégrade et cette question de la dépendance, elle se situe où dans les préoccupations? Est-ce qu'elle arrive en premier lieu ou est-ce qu'elle vient un peu plus tard? Elle arrive très haut et je tiens à rappeler que lorsqu'on interroge ces personnes qui sont âgées de 45 ans et plus, ni nous ne leur indiquons que nous travaillons pour la mutualité française, ni nous indiquons ce que sont vos sujets de préoccupation et les enjeux que vous portez au niveau du débat public, ni enfin nous indiquons que nous souhaitons travailler sur les questions de dépendance. Et alors même que nous n'abordons pas spontanément ces questions-là, qu'on leur soumet à travers une liste de sujets qui peuvent les amener à se projeter vers l'avenir, vous pouvez voir que la diminution des capacités physiques ou intellectuelles, le risque de dépendance, de perte d'autonomie pour soi-même, les problèmes de santé ou le risque de dépendance pour ses proches constituent, vous le voyez, les 4 premiers sujets de préoccupation qui sont mis en avant de la part des Français. Et massivement, parce que c'est quasiment 3 personnes sur 4. De manière extrêmement nette, bien plus nette que l'avenir de ses propres enfants, la perte du logement, la perte de l'emploi, les difficultés financières ou encore, vous le voyez, un phénomène qui est un phénomène de solitude. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on pose la question de la dépendance parmi un certain nombre de sujets et on voit bien que cette thématique de la dépendance à travers différentes approches, mais déjà d'ordre personnel, constitue un point d'interrogation en tant que tel extrêmement net et en relatif à d'autres types de sujets comme ressortant parmi les points de préoccupation en matière de santé et d'avenir de manière diffuse auprès de cette population. Phénomène hautement anxiogène, hein, et on y reviendra tout à l'heure. Après, vous vous êtes intéressé à la raison de cette inquiétude, et là c'est un peu la poule et l'œuf. On est inquiet parce qu'on dit qu'on n'y est pas bien préparé. Pourquoi est-ce que c'est parce qu'on n'est pas préparé qu'on est inquiet ou le contraire? On a du mal à savoir, néanmoins, c'est ce qui ressort. On dit parfois que la peur n'est pas toujours bonne conseillère. Là, on le voit effectivement apparaître. Est-ce qu'on se considère comme étant d'une manière générale bien ou mal préparé à certaines situations d'un point de vue financier? Le changement familial, on a une personne sur deux qui se déclare bien préparée. Une situation, même temporaire de chômage, quand on est en situation d'activité aujourd'hui, c'était également une personne sur deux. Même niveau concernant les problèmes de santé et de maladie, à peu près de la même manière pour la retraite ou pour la perte du logement. En revanche, vous voyez, les anticipations d'un point de vue financier de la part des Français qui sont âgés de 45 ans et plus en matière de dépendance, que ce soit pour ses proches ou pour soi-même, aujourd'hui, n'était estimé que par un tiers de la population qui, pour le coup, est vraiment concernée ou potentiellement concernée, comme étant un niveau de préparation d'un point de vue financier assez important. Et Jean-Daniel, vous l'avez dit, hein, ça ne concerne pas que soi, la dépendance, ça concerne aussi l'entourage. Et vous avez demandé aux Français, est-ce qu'ils aidaient une personne qui était en situation de perte d'autonomie et de dépendance? Et voilà, le résultat, il est assez frappant. Quasiment une personne sur 10, c'est assez colossal. Une personne sur 10 âgée de 45 ans et plus. Hein. Je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit. Donc, ce n'est pas un Français sur 10, c'est une personne sur 10 qui aujourd'hui déclare être l'aidant d'au moins une personne en situation de dépendance. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste parmi l'ensemble de cette population qu'on va qualifier d'aidante, la moitié qui déclarent y consacrer du temps tous les jours et 80% qui déclarent le faire au moins 2 heures par semaine. Alors après, il y a, je serais tenté de dire, aider et aider. Et ce sont des niveaux d'implication, en termes de temps, on l'a dit, en termes de pratique, qui peuvent se traduire à travers différentes approches. C'est déjà
l'accompagnement dans les petits tracas du quotidien, si vous me permettez cette expression, l'accompagnement dans les démarches administratives ou l'organisation de la vie quotidienne qui phagocyte la quasi-totalité des opérations. Mais ce n'est pas que ça. C'est l'aide aux soins pour un tiers de la population aidante. C'est pour une personne sur 5 l'hébergement au moins occasionnel à son domicile et puis également pour sensiblement la même proportion une aide financière qui est apportée aux personnes qui sont actuellement en situation de dépendance. Alors on le voit, hein, Jean-Daniel, la dépendance, elle fait peur, elle concerne évidemment les aidants. Il y a le sujet financier qui est au cœur de tout ça. Donc ça préoccupe les Français, ça préoccupe les citoyens. Mais finalement, ces mêmes citoyens, ils ont bien l'impression d'être les seuls à s'en préoccuper. Et ils ont l'impression que les pouvoirs publics, en tout cas, n'ont pas totalement pris en compte cette préoccupation. Absolument. On va le voir ici s'afficher. Dans un pays comme la France, on a tendance à considérer que ce type d'action, ce type de solidarité ne doit pas être uniquement une solidarité verticale, mais également une solidarité horizontale. Et dans ce contexte-là, il y a la perception de manière massive, vous le voyez, 9 personnes sur 10 qui déclarent que le sujet de la dépendance est un sujet prioritaire qui doit être pris en compte par les pouvoirs publics. Après, est-ce qu'on sait aujourd'hui à qui on peut s'adresser pour trouver des conseils concernant... Je vous coupe Jean-Daniel, Marianne Monchamp. Bienvenue, venez vous asseoir. Bonjour. Bonjour, Marianne. Installez-vous. Nous sommes ravis que vous soyez là. Jean-Daniel. On continue. Donc dans ce cas-là, on voit un peu moins d'une personne sur 2 qui déclare qu'elle sait à qui s'adresser pour trouver des conseils. Et lorsqu'on parle plus précisément des propositions et aides financières en France pour faire face aux situations de dépendance et le fait que cette situation de dépendance serait ou pas un sujet suffisamment pris en compte par les pouvoirs publics, vous le voyez, on a des niveaux qui sont des niveaux extrêmement faibles, avec une assignation forte de la part des Français et dans un même élan, quasiment au même niveau, la perception que les pouvoirs publics ne le prennent pas suffisamment en compte à l'heure actuelle. Alors, les pouvoirs publics ne prennent pas suffisamment en compte ce phénomène de la dépendance. Néanmoins, quand on est dans cette situation, ou confronté à cette situation, vers qui peut-on se tourner? À qui peut-on demander de l'aide, en quelque sorte? Là aussi, vous avez posé la question. Et les réponses sont aussi assez étonnantes. C'est un peu ce que vous disiez également dans votre propos introductif, non seulement dans le rapport presque animalier sur la poule et l'œuf, mais également sur le rapport de manière générale où parfois on ne veut pas voir quelque chose, où c'est un sujet qui est tellement préoccupant qu'on ne va pas forcément engager un processus qui est un processus d'information. Là, vous le voyez, un tiers ou un quart des Français se déclarent bien informés sur différents aspects, que ce soit les solutions pour le maintien à domicile, le coût des différentes solutions de prise en charge de la dépendance, les solutions et dispositifs financiers, voire même les solutions pratiques qui permettent soit d'anticiper et d'accompagner la dépendance, soit d'accompagner et d'informer les personnes aidant un proche dépendant. Les Français attendent évidemment des choses concrètes pour que tout cela s'améliore. Quelles pistes, quelles mesures attendent-ils? Là aussi, on va voir que les réponses sont très intéressantes. Je rappelle que ce sont les Français de plus de 45 ans. Absolument. On peut voir d'ailleurs que la question de qui émet le message est importante. Et là, on le voit de manière extrêmement nette. La confiance principale aux professionnels de santé, aux proches et aux associations. Ce sont les 3 acteurs auxquels on va accorder la plus nette confiance. Le deuxième aspect, le deuxième package, si vous me permettez l'expression, ce sont les collectivités locales, les mutuelles, la sécurité sociale et les caisses de retraite. Ce que je trouve intéressant dans cette enquête, comme dans celle dont on vous avait parlé hier, alors que ce n'est pas exactement la même population qui a été interrogée, il y a une proximité entre mutuelles et sécurité sociale. Et ce regard même qui existe à l'égard des mutuelles en matière de confiance doit, je pense, peut-être vous apparaître à vous comme étant naturel, mais doit être porté, je pense, extrêmement positivement, et vous pouvez vous en réjouir, notamment lorsqu'on a été amené à tester d'autres acteurs, que sont les acteurs de l'entrepreneuriat, que ce soit les structures étatiques ou que ce soit les compagnies d'assurance. Et même si ce n'est pas la question précise que nous avons posée, on voit bien qu'implicitement,
Le ressort de la confiance qui est exprimé à l'égard des mutuelles qui se retrouvent ici lorsqu'il est question de dépendance traduit l'image plus globale qui existe à l'égard du mutualisme et à l'égard probablement de conseils, d'accompagnement, d'informations qui peuvent apparaître comme étant relativement, d'un point de vue financier, désintéressés, donc ce qui nourrit la confiance à l'égard du mutualisme. Autre aspect, Jean-Daniel Lévy, évidemment, la question de l'argent, la dépendance, la perte d'autonomie, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Il y a non seulement une demande de financement, mais il y a aussi comment moi je vais payer. Et là aussi, vous avez posé la réponse, qui doit payer à la fin? Oui, peut-être même avant cette question-là, on a posé une autre question sur le rapport à ce que l'on va attendre de manière précise. Ouais. Ce que l'on attend de manière précise, c'est déjà deux aspects. Un, le maintien des personnes en situation de dépendance le plus longtemps chez elles. Et donc c'est intéressant parce que ça touche toutes les catégories de population, même celles qui sont aujourd'hui en situation d'indépendance et qui font partie des plus jeunes de notre échantillon, des personnes âgées de 45 ans et plus. Ils ont envie de rester le plus longtemps possible. Absolument, le pouvoir rester chez soi, développer les structures d'accueil temporaires. Et quand on va vers la fin du tableau, le fait qu'il puisse y avoir le développement des actions des mutuelles qui sont dédiées à la dépendance, qui est un sujet qui vous intéresse particulièrement, c'est cité, vous le voyez, de la part de 82% de la population. Et là aussi, même si on ne les a pas forcés à faire le match, on voit malgré tout un regard qui est un regard de confiance plus importante à l'égard du mutualisme qu'à l'égard des assurances privées, où une personne sur deux, par rapport aux 82%, déclare faire confiance aux assurances privées. Donc, pour répondre à la question que vous m'avez posée. J'avais un petit peu anticipé, mais on va la poser maintenant, la question. À la fin, qui doit payer? À la fin, qui doit payer? C'est ce qu'on vous avait dit, c'est ce qu'on se disait. Pas uniquement un système vertical, mais également un système horizontal. Le système horizontal, le lien ou l'attitude de regard de financement concernant la sécurité sociale d'un côté, les mutuelles de l'autre, devant tous les autres types d'acteurs, que ce soit les personnes elles-mêmes vis-à-vis de leur épargne, les compagnies d'assurance, les personnes avec un retour sur leur succession, les familles, les proches et évidemment les entreprises. Il y a un dernier paradoxe dans tout ça, Jean-Daniel Lévy, c'est qu'on estime donc, et on le voit là, que c'était la collectivité finalement de prendre en charge la dépendance, mais quand on pense à sa future et à son éventuelle dépendance à soi, eh bien, on estime qu'on va devoir payer de sa poche. Absolument, et avec ce paradoxe, comme vous l'avez indiqué, qu'on va voir à travers deux approches. Le premier aspect, c'est que celle qui apparaît comme étant prioritaire, c'est la prise en charge par la sécurité sociale. C'est une assurance dépendance obligatoire pour tous, devant une nouvelle journée de solidarité ou une nouvelle taxe. Donc là, ça ne veut pas dire qu'on a uniquement 7% des Français qui sont favorables à une nouvelle journée de solidarité, c'est-à-dire que 7% considèrent qu'il s'agirait de l'aspect prioritaire. Et en revanche, lorsqu'on parle du souhaitable à l'anticipable, on anticipe malgré tout, dans le contexte actuel, alors que ce n'est pas le souhait des Français, et qu'on appelle plutôt à des phénomènes de solidarité, peut-être parce qu'on est dans une ambiance où on parle beaucoup de dette, de déficit, peut-être parce qu'on ne parle pas aujourd'hui aussi nettement de la part des pouvoirs publics des grands enjeux que peuvent être ceux de la dépendance, où on va anticiper que ça ne va pas forcément être la sécurité sociale, que ça ne va pas forcément être la mutuelle qui vont être les premiers acteurs, mais qui vont malheureusement peut-être devoir faire appel à son épargne personnelle. Peut-être un dernier point qu'on voit de manière transversale, c'est qu'il y a une césure d'ordre social selon les personnes qu'on interroge. Et que l'appétence ou l'aspiration à ce que les enjeux collectifs et que les actions collectives l'emportent sur toutes les dimensions est d'autant plus forte aujourd'hui de la part des catégories populaires qui craignent encore plus que les autres, qu'elles doivent compter sur leur épargne personnelle, alors même qu'aujourd'hui, elles le considèrent que justement, elles n'auront pas cette épargne personnelle, soit pour leurs parents, soit pour leurs proches, soit éventuellement pour eux-mêmes dans le cadre des années à venir. On le voit donc, c'est un sujet complexe, un sujet encore une fois qui touche à l'intimité, un sujet sur lequel on a plein de paradoxes et plein de contradictions. Pour prolonger ce que l'on vient de dire, on va maintenant regarder, avant de débattre, quelles sont nos craintes, nos attentes, nos idées en matière de dépendance. Pour ça, nous sommes allés dans la rue, rencontrer des Français au hasard. La méthode est moins scientifique que la vôtre, Jean-Daniel Lévy. Elle est plus journalistique, mais elle est très parlante. Jean-Daniel Lévy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On regarde le film et on revient juste après. Je suis vraiment inquiète de la perte d'autonomie de mes proches. Et personnellement, j'ai un cas, celui de ma mère. J'ai un beau-père qui a 82 ans et je viens d'apprendre qu'il vient d'avoir Alzheimer. Donc ma mère doit s'en occuper et ça devient compliqué. C'est un sujet d'inquiétude parce que quand on a un père de 91 ans, on se demande si, à un moment donné, il ne sera pas totalement dépendant. J'arrive quand même à un âge où je devrais m'interroger sur vraiment le problème de fond
Mais tant que je peux aller courir, tant que je peux, si vous voulez, être bien dans ma tête, je m'échappe un petit peu de ces réflexions. Les personnes âgées ont parfois du mal à se remettre en question par rapport à leur autonomie. Ils n'ont pas de recul sur eux-mêmes. Très honnêtement, non, je ne l'anticipe pas. En tout cas, pas suffisamment. Par contre, on essaye comme tout le monde, tout un chacun, de mettre un peu de côté. Je me dis, on verra bien, quoi. Et ça sera un petit peu la fatalité. Je vais vous dire mon âge, j'ai 60 ans, j'y pense pas, et pourtant il faut le faire, il faut commencer à prendre une assurance, dépendance, etc. On s'organise comme la majorité des gens, déjà d'assurer, vous savez, par des assurances vie, etc. Par tous les moyens financiers qui sont mis à la disposition des gens. J'y pense parce que mon père est âgé. J'y pense pas encore pour mes beaux-parents qui n'ont que 74 et 80 ans et qui sont des sportifs et des gens... Aujourd'hui, à 80 ans, on est jeunes. Pour le pouvoir public, je pense qu'ils ne font pas assez. On parle des EHPAD actuellement où les infirmières sont sous-effectifs, mal payées et les personnes âgées en supportent les conséquences. Il manque franchement de structure. C'est terrible, il manque franchement de structure. Vous savez, on est en déficit d'EHPAD, il n'y en a pas suffisamment. Je me dis, mais comment ils vont faire face quand ça va arriver? Parce que ça va leur arriver comme ça au visage et rien anticipé. Au niveau des pouvoirs publics, je ne sais pas vraiment ce qui est prévu par l'actuel gouvernement. C'est quand même lamentable d'être 13e position en Europe, alors qu'on est un pays développé, un pays riche. C'est important de s'occuper de nos personnes âgées. Ouais. Voilà, donc il y a plein de choses dans ce film, ça soulève plein de questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez les poser à l'ensemble de nos intervenants via l'application du Congrès et que, évidemment, on les relaiera sur cette scène pendant cette table ronde. Ce qui ressort de ce film, si on essaie de résumer, déficit d'EHPAD, manque de moyens, manque d'informations sur les offres, pas assez d'infirmières. Ce qui ressort du sondage, c'est que l'on est individuellement préoccupé par la question, mais que l'on est en même temps relativement désarmé. Dominique Joseph, vous êtes secrétaire général de la Mutualité française. J'ai envie de vous demander juste comment vous réagissez par rapport à l'ensemble de ces contradictions. Comment on arrive à recadrer le sujet et à faire en sorte que on conjugue la préoccupation et les attentes des Français? Je pense que c'est... par rapport à la question qui est posée ou aux inquiétudes qui sont exprimées. Parce que là, on a une série d'inquiétudes à retenir. Moi, j'ai retenu deux leçons. Première leçon, on s'intéresse ou on traite, on essaie de trouver des réponses quand il y a la crise aiguë. C'est-à-dire quand j'ai un parent, d'ailleurs ça a été clairement dit dans le film, quand je suis confrontée et voilà, je dois traiter. Il n'y a pas d'anticipation. Et j'ai des difficultés. Et pourquoi j'ai des difficultés? Parce qu'il n'y a pas d'anticipation. Et cette question de l'anticipation qui amène aussi la question de l'information, de l'accès à la connaissance des droits, ce n'est pas aujourd'hui inscrit dans cette réalité qui est celle qu'on a une société dont l'allongement de la durée de vie est réel. Et je pense au niveau des pouvoirs publics, cette question d'anticipation, puisque c'est aussi un sujet, n'a pas forcément été menée à son terme. Pourquoi ça n'a pas été mené, Dominique Joseph? C'est parce que on voit bien, c'est une préoccupation, une des premières préoccupations des Français, mais ça ne vient pas sur la place publique. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas envie d'en parler? Parce qu'on n'a pas très envie de parler de la mort, il faut quand même bien le dire. Ou est-ce que c'est parce que les pouvoirs publics sont désarmés et n'ont pas très envie de s'en occuper non plus? Alors, une première réaction qui est peut-être personnelle, mais c'est parce que parler de l'allongement de la durée de vie, on a deux façons d'en parler. On peut en parler ou l'aborder de façon optimiste, parce que même si on vieillit jusqu'à 85 ans, 90 ans, le nombre d'années en bonne santé et en étant senior, il augmente. Donc c'est positif par rapport, si je regarde par rapport à mes parents ou si je regarde derrière moi, c'est positif. Eh bien ça, c'est complètement annihilé par les réponses à apporter et les enjeux financiers, les enjeux d'offres. Et c'est aussi sûrement lié à notre approche sociétale, individuelle, globale, c'est de se dire comment j'aborde cette phase de la vie. Ça touche à la fin de vie,
Parce que si on fait le compte à rebours, excusez-moi cette expression, mais c'est aussi pour dédramatiser, la mort, elle est inéluctable. Si j'arrive à 80 ans, je connais le nombre d'années qui va me rester. Et ce dont j'ai peur, c'est de la dépendance. Donc comme ça touche à l'intime, à la préparation intime, la mienne, mais aussi celle de discuter, d'échanger avec ma famille, d'anticiper, de prévoir cette phase-là qu'on aimerait tous ne pas connaître et qui pourtant est irréversible. Là, on a un sujet culturel, je pense, d'aborder sereinement ces questions-là qui nous permettraient, pouvoir public, citoyens, corps intermédiaires comme nous, mutuelles, même si on a déjà commencé à vraiment anticiper, informer, se préparer et accompagner. Là, on a ces sujets-là. Et puis, comme on traite la phase aiguë et non pas la prévention, par anticipation, eh bien, ressort la question financière et les enjeux financiers. Et bien sûr que les enjeux financiers font peur, et à juste titre, parce que là, ça nous projette dans « je ne pourrai peut-être pas payer ». Et qu'est-ce qui va se passer pour moi, pour mes parents, mes beaux-parents ? Alors, on essaye d'aborder cet après-midi ce sujet avec sérénité. Marianne Monchamp, bonjour. Vous êtes ancienne ministre, vous êtes présidente de la Caisse nationale solidarité pour l'autonomie, le CNSA, auquel nous cotisons tous. Et oui, ce n'est pas qu'une question d'argent, mais c'est aussi une question d'argent. Comment vous réagissez à ça ? Certainement, la question d'argent se pose toujours, elle se pose aujourd'hui, elle se posera demain. Et c'est vrai que quand on regarde le vieillissement de la population française, il faudrait être bien audacieux pour dire que ça se posera moins. Mais la question, c'est de savoir en quels termes la question se pose. Et de ne pas poser l'équation financière, et j'oserais dire l'équation tarifaire, avant même d'avoir défini le modèle. Vous savez, je pense souvent à Lewis Carroll et au chat du comté de Chester, qui se voit dans Alice au Pays des Merveilles, qui se voit interpellé par Alice, qui lui dit « je vous en prie, par quel chemin dois-je passer ?» Et le chat de lui répondre « dites-moi peut-être où vous voulez aller ». Et au fond, ce à quoi nous sommes invités là maintenant, c'est à la définition de ce modèle qui doit faire consensus. C'était intéressant d'écouter les Français, parce qu'on se rend compte qu'ils sont extrêmement troublés. Ils savent qu'il faut faire mieux, ils savent qu'on peut faire mieux, mais s'ils sont dans une situation de doute qui est très aiguë à ce stade-là de nos débats, et ils finissent toujours, je vous rejoins, Madame Joseph, ils finissent toujours par nous dire trouver des places et trouver des financements. Si vous étiez le chat d'Alice au Pays des Merveilles, quel chemin vous conseillerez de prendre pour essayer d'améliorer cette question, pour faire en sorte que la préoccupation des Français, qui est très prégnante, et on l'a vu encore une fois dans l'étude d'Harris Interactive, eh bien, elle trouve une réponse à la fois dans les pouvoirs publics, à la fois dans les milieux mutualistes et à la fois dans l'ensemble de la société. Le chat dirait que c'est un sujet éminemment politique et qu'au fond, il ne peut procéder que de la volonté de nos concitoyens et que de leur juste information. Que voulons-nous demain pour une société qui prend de l'âge ? Est-ce que nous faisons le choix de mettre collectivement sur le bord du chemin toutes ces différences-là ? C'est un peu le choix que nous avons fait au fil de l'eau, à dire vrai. Parce qu'un jour, on s'est rendu compte que dans nos maisons de retraite, où on arrivait souvent pour jouer à la belote, on finissait par se retrouver dans un fauteuil à regarder passer le temps, soigné avec beaucoup de dévouement par des personnels, mais qui portaient sur leurs épaules la lourde charge de faire face à ce qui était assez bien dit hier et pointé dans les différents échanges, comme au fond la dernière famille et le dernier accompagnement. Et donc, de ce fait, il faut absolument que sur ce que nous appelons le virage du domicile, qui ne veut pas dire grand-chose à dire vrai, mais par cette approche domiciliaire de la personne citoyenne jusqu'à la dernière seconde chez elle, libre de ses choix, nous étudions les différents types de moyens. Il y a 3 grands chemins. Il y a le chemin du soin qui soigne, celui de l'assurance maladie. Il faut que notre système d'assurance maladie soit solide. Il faut le consolider. Mais j'ai envie de vous dire, nous savons à peu près faire sur la question du financement du soin. Il y a la question du financement de ce qu'on appelle la dépendance. En fait, c'est le financement de l'accompagnement de la personne. Là, on sait faire un peu. On sait faire
un peu parce qu'on a su créer l'APA, parce qu'on a su apporter à la personne des financements, mais vous savez, quand on y regarde d'un peu près, l'incidence de l'APA, surtout quand on est à domicile, elle est assez faible pour solvabiliser ce besoin d'accompagnement, d'autant qu'il est important et qu'il peut s'alourdir. L'APA, allocation personnes âgées. Personnalisée d'autonomie. Je vais prendre un exemple. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir 3 000 euros de retraite, loin s'en faut. Mais si vous prenez une personne seule avec 3 000 euros de retraite, son APA, c'est 120 euros. Ce que je veux dire, c'est qu'avec 120 euros, si on est très, très, très affaibli par la maladie et par le grand âge, l'aide est complexe. Et puis le dernier étage, c'est évidemment celui du logement. Dans certains cas, on peut rester chez soi, réjouissons-nous. Mais dans de très nombreux cas, le logement d'origine, le logement où on a vécu sa vie, n'est absolument pas adapté. Et dès lors, sur ce poste-là, je crois que nous avons un déficit de réflexion et on peut s'interroger collectivement pour savoir si la solidarité nationale traite de la même manière le soin qui soigne, le soin qui accompagne et le comment je finance un logement. Et c'est en ce sens que j'appelle de mes voeux vraiment cette réflexion qui s'engage, et j'étais heureuse d'entendre le président de la République annoncer cette grande loi pour fin 2019. On y reviendra tout à l'heure. Sans doute, donc je me tais. Non, je vous en prie. Non, mais j'ai une autre question. Vous parlez de 3 voies, moi il y a quand même une 4e voie qui est la voie de la formation des personnels. Ah ben à l'évidence, oui. On parle des EHPAD. Accéder à l'EHPAD, c'est compliqué. Vivre dans un EHPAD, c'est parfois compliqué. Il y a évidemment ces affaires de maltraitance dont les journalistes parlent régulièrement parce que finalement, c'est la seule façon de parler des EHPAD. Et il faut bien le dire comme ça parce que le reste, on n'a pas trop envie d'en parler et absolument pas à la télé. Et j'en viens, donc je fais mon mea culpa là-dessus. La question de la formation, la question de la maltraitance, etc. Comment faire que... Vous disiez tout à l'heure, c'est parfois la dernière famille, les soignants, les aidants, ceux qui travaillent dans ces EHPAD, comment faire pour que ce soit plus attractif et pour le dire, finalement, c'est une belle mission. Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a l'attractivité. On sait aujourd'hui, quand on veut recruter sur ces métiers-là, on ne trouve pas de candidature parce que ce sont des métiers qui sont réputés peu attractifs en effet. Mais il y a la situation de vie au travail, la qualité de vie au travail et le fait qu'on place les personnels devant une situation qui est extrêmement lourde pour eux parce qu'ils sont confrontés effectivement à la situation des personnes qu'ils accompagnent et à la propre fragilité de leur situation personnelle. Avouons que c'est assez souffrant et que c'est assez maltraitant sur le plan social. Et dès lors, bien sûr qu'il faut accompagner, mais l'accompagnement se fait par la formation et en partie celle qui permet d'écouter la personne et d'apprendre à réinterroger les choix de la personne, même si elle est très affaiblie par la pathologie. Même avec une personne qui a une maladie d'Alzheimer, on peut arriver à recueillir un consentement, on peut arriver à recueillir un choix, simplement ça n'est pas tout à fait le même chemin et il faut aider les personnels en cela. Et puis, il y a d'autres aspects, il y a la dimension fondamentale du management, de l'accompagnement des personnels. Regardons le niveau de l'absentéisme dans les établissements et on y trouvera un indicateur extrêmement criant de la fragilité de ces situations de travail. C'est un plan complet qu'il faut envisager et esquisser. Bertrand Fragonard, vous êtes vice-président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Est-ce que la question des moyens, la question de l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre? On le disait à l'instant, il n'y a pas que la question de l'argent, quoique c'est aussi une question d'argent, évidemment. Il n'y a pas assez d'infirmières en France, dans les hôpitaux, en ville, il n'y a pas assez d'aides-soignants. Est-ce que là aussi, il y a besoin d'une prise de conscience, de tirer un signal d'alarme quelconque pour qu'on ouvre des formations et qu'on valorise ces métiers? C'est évidemment une affaire d'argent, mais pas uniquement une affaire d'argent. Tout le monde voit bien que dans le contexte où la population vieillissante va s'accroître, si on veut améliorer le système, il va falloir alimenter la machine sur le plan financier. Ce n'est pas uniquement un problème financier, vous avez des problèmes de gouvernance, d'intégration de la perte d'autonomie dans un contexte plus large, qui est comment est-ce qu'on organise la société en termes de mobilité, d'habitat, etc. Enfin, il serait absurde d'ignorer le volet financier. Alors, sur le volet financier, il y a 2 grands problèmes. C'est qu'est-ce que vous voulez payer? À quoi allez-vous... Il faut que vous rapprochiez un tout petit peu le micro de votre bouche. À quoi allez-vous consacrer les marges financières éventuellement disponibles? Et deuxièmement, quelle est la nature de la recette? Alors, sur le premier point, on va se trouver, sauf si on nage dans l'opulence, devant un problème de concurrence. Ça risque pas d'être le cas. Ah, vous n'en savez rien. Nous n'en savons rien. Il y a 3 grands enjeux dans à quoi affecte-t-on nos possibilités financières. Le premier, qui pour moi est majoritaire,
c'est le maintien à domicile. Pour vous donner une indication, faire bouger le taux d'entrée en EHPAD de 10 points à l'horizon 2030, c'est 150 000 places d'EHPAD en plus ou en moins. Ça veut dire quoi très concrètement? Faire bouger le taux pour l'instant, points. Nous avons un taux d'entrée des personnes âgées dans l'EHPAD qui est trop élevé? Trop élevé par rapport, à ce que nous voyons à l'étranger, dans certains pays étrangers, et 2, par rapport aux aspirations des Français. Donc la priorité catégorique pour moi, c'est le maintien d'aide à domicile. Alors ça veut dire quoi sur le plan financier? Ça veut dire que les départements, on verra après s'ils en ont les marges financières, acceptent de mettre en œuvre une politique plus dynamique. Il n'y a aucune raison que le niveau moyen des plans d'autonomie exécutés diminue éventuellement en euros courants. Donc c'est une question de volonté politique et il est évident que sans une augmentation de l'APA, on risque de trop solliciter l'entourage familial et surtout, au bout d'un temps, d'épuiser et la personne âgée et son entourage. Et à ce titre-là, participe au maintien à domicile, il va falloir bien le régler, le problème des aidants. Alors ce n'est pas uniquement un problème financier, il y a un problème de droit du travail, il y a un problème d'organisation de la société, il y a un problème de droit à la retraite. Tout ça, c'est ça qui contribue à ancrer la personne âgée dans son domicile ou des formes alternatives au domicile qui ne soient pas l'EHPAD. Donc pour moi, c'est la priorité numéro 1. La deuxième objet qui émeut beaucoup en ce moment, et je comprends, c'est améliorer la qualité de vie dans les EHPAD. Alors il n'y a aucun doute qu'actuellement, on est au-dessous du niveau raisonnable et digne. Les premières mesures qui ont été prises pour améliorer la convergence tarifaire et que le gouvernement vient de décider d'accélérer vont dans le bon sens, mais on est loin du compte. Sans reprendre les chiffres qui sont véhiculés, il faut 0,9, une personne en équivalent temps plein par résident, on est à 0,63, on voit qu'il y a un chemin à faire. Ça, c'est un problème. Il est humainement très prégnant et je comprends que ça angoisse les gens et ça angoisse les personnels. Mais vous voyez bien que plus on aura raté, moins on aura réussi la politique de maintien à domicile, plus on va rentrer dans des contradictions sur les EHPAD. Puis le troisième objet, qui est peut-être le plus crispé sur le plan politique, si vous avez encore un peu d'argent, comment est-ce que vous partagez les coûts entre une aide et le reste à charge des ménages? Alors pour moi, la position est très claire. Aujourd'hui, à domicile, ce n'est plus un problème de reste à charge et de taux d'effort. On a considérablement amélioré l'APA. On a fait le crédit d'impôt. Il y a un vrai problème, c'est que personne ne connaît ce crédit d'impôt ni ne sait le gérer. Mais aujourd'hui... Et avec le prélèvement à la source, ça va passer. Même pour un plan d'un niveau élevé, c'est-à-dire beaucoup plus élevé que les niveaux actuels, le reste à charge est correct. Par contre, en établissement, tout le monde sait que le reste à charge est extrêmement élevé. Alors la grande difficulté, c'est que si vous dites je vais diminuer le reste à charge en établissement, c'est vite fait. La moindre réforme d'envergure, c'est entre 2 et 3 milliards. Et donc vous voyez qu'au bout du compte, quand vous aurez additionné tous les besoins, il faudra bien arbitrer. Et c'est à ça que servira le grand débat et la grande loi. Pierre Mayer, vous êtes directeur général de l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance. On parle là de la solution de maintien à domicile et on parle du coût de maintien à domicile et de son financement. Comment fait-on pour éviter que finalement ce critère financier devienne le critère de choix entre le domicile et l'EHPAD? Ça coûte cher, ça coûte pas cher, alors que la vraie question devrait être qu'est-ce qu'il y a de mieux pour le patient, pour mon père, pour mon grand-père, pour ma grand-mère, etc. ou pour moi? D'abord, je pense qu'on peut se féliciter que la Mutualité française organise ce débat, parce que c'est un débat qui s'adresse à toutes les générations, qui est un débat éminemment sociétal et social, sur lequel les grands sujets, les grands mots qui ont été prononcés hier, le mot de l'accompagnement, le mot du financement, c'est des mots qui font écho. Et le mot de la dignité. Et le mot de la dignité, bien sûr. Et c'est un sujet sur lequel on est très inégaux.
nous sommes très inégaux par rapport à la dépendance, parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui ne connaîtront jamais la dépendance, ou qui la connaîtront dans une phase ultime de vie. Et puis il y a des personnes qui vont avoir une longue durée, en revanche, parce que maladie neurodégénérative, par exemple. Et on ne peut pas savoir qui à l'avance. Et on ne peut pas savoir qui à l'avance, exactement. Donc c'est clairement, pour moi, c'est clairement un risque. Et la question, c'est de savoir quelle couverture, quelle réponse, et je pense qu'il n'y a pas une réponse, je pense qu'il y a plusieurs réponses, quelles sont les réponses qu'on apporte à ce risque. Et puis je pense, ça a déjà été dit d'une certaine manière, mais je pense qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans une logique binaire, domicile, établissement. Nos maisons de retraite, elles se sont, et Marianne Monchamp l'a très bien dit, elles se sont considérablement transformées en l'espace de 30-40 ans. Aujourd'hui, l'âge moyen d'entrer dans un établissement de personnes âgées dépendantes, c'est 87 ans. Et ça recule d'une année, chaque année, quasiment. Ça veut quand même dire que quand on arrive dans un EHPAD, voilà, on est extrêmement dépendant et on est extrêmement dépendant. On vient de moins en moins, pour reprendre l'image de Marianne Monchamp tout à l'heure, jouer à la belote. On est extrêmement dépendant et donc la question qui est posée, c'est la question de tout ce qui est logement intermédiaire. Parce qu'on sait que le domicile, pour plein de personnes, même si elles ne sont pas forcément dépendantes ou très dépendantes, on sait que le fait de rester à domicile n'est pas forcément la solution. Si aujourd'hui, cette question, la réponse est apportée par les gens sur « je souhaite rester à domicile le plus longtemps possible », c'est parce que d'une certaine manière, le choix qui leur est posé, ou qu'ils imaginent, est soit je reste à domicile, soit je vais aller en EHPAD. Et effectivement, personne n'a envie d'aller en EHPAD. Non. De manière spontanée. Donc je pense que, voilà, vraiment, je pense qu'il y a un effort à faire. Pour créer quelque chose entre les deux. Exactement. Ça existe déjà, mais ça mérite. Et en termes financiers, là aussi, en termes d'anticipation des besoins financiers, ça coûtera beaucoup moins cher d'investir dans des logements intermédiaires que de construire forcément des places en EHPAD qui correspond, à mon avis, aujourd'hui à un besoin qui est réel, qui existe, mais qui est limité à une catégorie de la population qui est, heureusement, finalement assez limitée en nombre. Point de vue donc très intéressant. Il y a des questions qui sont dans la salle et il y a peut-être une question qui est connectée à tout ce qu'on vient de raconter. C'est la question de Michel Trussardi qu'on va voir à l'écran. Quand enfin, dit-il, sera créée la 5e branche dépendance de la sécurité sociale avec un financement collectif et solidaire? Marianne Monchamp, est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin, la création d'une 5e branche de la Sécu? Pour le moment, nous parlons d'un risque. Et je pense qu'on peut convenir qu'en effet, dans le paysage de la protection sociale, le vieillissement tel que nous l'envisageons aujourd'hui est un risque qui met en tension notre système de protection sociale et qui fait douter nos concitoyens. La branche, c'est une autre affaire. Ça veut dire qu'on organise un fléchage, si je puis dire, ou une orientation de notre système de protection sociale vers une structuration des financements totalement dédiés à cela. Ne l'excluons pas, mais regardons tout de même, encore une fois, le sens de l'histoire. Que faut-il financer avec ces ressources? Est-ce qu'on finance du soin? Mais dans ce cas-là, il y a l'assurance maladie. Est-ce qu'on finance de l'accompagnement? Et dans ce cas-là, on est sur des politiques partagées, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mais également départements. Là, il faudra sans doute s'interroger sur la manière dont ça se pilote et sur le besoin de ressources complémentaires. Et je vous ramène la question du logement, qui est quand même très présente. Le fameux reste à charge, quel est-il, si ce n'est le reste à charge sur le poste logement? Avec un coût moyen de plus de 2 000 €, quel Français, quel issu des classes moyennes peut se dire ça passe, ça ne passe pas, ça n'est pas soluble. Et donc, on ne peut pas. Donc, l'idée de la branche, si vous voulez, supposerait qu'au fond, ce risque s'aborde de façon homogène. Or, et ça c'est un point très important, nous savons que la réponse, elle va se construire dans la transversalité. Et c'est pour ça que vous, mutualistes, vous avez un rôle tellement important à jouer, parce que vous êtes des opérateurs de cette transversalité. Vous avez la capacité de générer des actions en anticipation, quand la personne est encore en activité. Alors je sais qu'on n'a pas forcément envie de penser à la fin de ses jours quand on quitte juste la période active, pour autant.
On peut à ce moment-là se poser d'excellentes questions, faire des bilans qualifiés, se poser la question de sa situation sociale. Est-on isolé ou a-t-on plein de gens autour qui vont d'une certaine manière prévenir la rupture sociale? Et effectivement, quel logement, où vit-on? Est-ce qu'on est au milieu de nulle part dans la banlieue d'Aurillac, ou bien est-ce qu'on va se retrouver à Montpellier, centre-ville? Enfin, on voit bien qu'on ne peut absolument pas apporter le même raisonnement. Est-ce que le logement est fonctionnel ou pas, etc. C'est cela. Donc vous voyez, j'insiste beaucoup sur le fait que ces politiques sont partagées et que l'on a besoin de passeurs, de personnes qui seront des acteurs de cette transformation. Le système doit être maintenu tant qu'il existe, comme nous le connaissons, mais il faut que les acteurs que vous êtes soient à la manœuvre pour permettre cette transformation. Pierre Maillard, vous vouliez réagir, après je demanderai l'avis de Dominique Joseph et de Bertrand Pour rebondir sur ce que disait d'ailleurs d'une certaine manière Bertrand Fragonard, en fait on a un dispositif qui s'appelle l'APA, allocation personnelle d'autonomie, qui a le même nom pour deux prestations qui sont complètement différentes, avec deux sujets complètement différents. Le domicile, l'établissement. Domicile, on peut considérer que le sujet financier, je suis assez d'accord avec Bertrand, il est quand même réglé dans les grandes... Voilà. Après, la question de l'accompagnement des services, c'est un vrai sujet. Oui, il venir après. Sur l'établissement, c'est pas réglé financièrement. On a en fait des montants d'APA en établissement qui sont très limités. On a quelque chose qui s'appelle l'aide sociale à l'hébergement, qui fonctionne très bien pour des catégories de Français les plus défavorisées, mais qui ne fonctionne pas sur les classes moyennes. Les classes moyennes, c'est important en France. Voilà, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a récupération sur succession, parce qu'il y a obligation alimentaire. Donc la question, c'est si on crée un cinquième risque, ça veut dire, pour moi, ça veut dire fusion entre ASH et APA en établissement en supprimant l'obligation alimentaire et la récupération sur succession. Je pense très sincèrement que c'est un enjeu financier qui est immédiat à horizon relativement bref de 10 milliards d'euros. Et c'est quelque chose qui apparaît très compliqué à atteindre dans l'état des finances publiques actuelles. Vous dites 10 milliards d'euros, on a l'impression que vous avez fait l'estimation à la louche. J'imagine que non. Dominique Joseph, le rôle des mutualistes là-dedans, Marianne Monchamp dit que vous avez un rôle à jouer, que vous avez le rôle de la transversalité et que finalement ça pourrait peut-être être mieux que la création de cette cinquième branche. Oui, sur la question, le rôle des mutualistes. Alors déjà, un rôle qui est déjà assumé et que nous mettons déjà en œuvre. Je vais rebondir sur deux sujets. C'est celui du domicile et peut-être en amont du projet de vie. Parce que c'est vrai que faire établir son projet de vie au moment où je vieillis, on a, nous, mutualistes, un rôle peut-être de porter cette idée-là, de faire de l'information, de la prévention pour travailler ce projet de vie. Ensuite, derrière le projet de vie, se pose la question du domicile. Et on n'a pas attendu de se poser, de savoir quel type d'alternative entre à l'EHPAD. Parce que peut-être faut-il dire aussi, vu les enjeux, que l'EHPAD dans les murs, oui, bien entendu, c'est une réponse, ça sera une réponse, mais pour la phase vraiment des dernières années ou des derniers mois de vie. En amont, on a quoi? On a le domicile, rester à domicile. Ça nous interroge, nous, mutualistes, sur la question comment rester à domicile, et on aborde un volet qui est celui de l'accès aux soins, de l'accès à l'offre, de la coordination des professionnels de santé autour de la personne, que ça soit le kiné, l'infirmière ou le médecin. Donc là, on y travaille dans les propositions que nous formulons. Ensuite, il y a la question des services d'accompagnement, par exemple, savoir mettre en place, et nous le faisons dans ce qu'on appelle des relais cajou, par exemple, des zones de répit pour les aidants. Peut-être qu'on aura le temps d'y revenir. Et c'est tout aussi la préparation à des réflexions. Peut-on s'interroger sur une notion d'EHPAD hors les murs, sur des résidences, et on en a. Certains groupements ont développé des résidences services en partenariat avec des bailleurs sociaux, en faisant aussi, en mettant en place de la transgénérationnelle. Par exemple, accrocher des services d'un EHPAD vers une crèche et vice-versa. Et pas loin d'ici, on le fait. Il y a aussi des logements étudiants qui... C'est faire vivre, non pas en silos, parce que ces silos
ne nous conduisent pas à réfléchir à notre projet de vie, mais de faire société. Et ça, on le fait déjà, mais on peut encore faire beaucoup et nous aurions beaucoup à dire. Et à On proposer. sait que les chantiers sont énormes. Bertrand Fragonard. Sur la question de M. Trussardi, il mélange deux... Faut toujours mettre le micro très près de la bouche. Il mélange deux concepts. Enfin, il les mélange volontairement. Il y a d'une part le financement collectif et solidaire. Et là, je comprends. Je rajouterais d'ailleurs que dans l'esprit des gens qui tournent autour du 5e risque, c'est un financement collectif, solidaire et de haut niveau. Et il agrège à ça une réflexion organique sur il faut se mettre dans le giron de la sécurité sociale. Là, la question me semble beaucoup plus compliquée, beaucoup plus ouverte. Actuellement, nous avons une politique qui fait confiance aux collectivités locales parce que la dépendance, elle s'ancre dans une vie collective de services de tous ordres sur lequel ce sont les collectivités locales qui sont majeures et puis les ARS qui pilotent un peu le système de soins. Et donc aller trop vite vers il faut se mettre dans la sécu parce que ce qu'on vise c'est le financement collectif, solidaire et de haut niveau, je trouve que c'est un agrégat rapide. Et ça risque de créer une usine à gaz. Autre question, et on en a un peu parlé, mais on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, question de Daniel Balancourt. Verra-t-on dans l'avenir un statut des aidants familiaux qui font un travail exceptionnel? Oui, ils font un travail exceptionnel. Verra-t-on la création de ce statut? D'abord, faut-il créer un statut, Bertrand Fragonard? Un statut, un ensemble de dispositions qui permettent aux aidants de faire ce qui leur semble naturel, sans les solliciter de façon abusive au risque de bouleverser leur propre vie. Alors, on progresse, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas encore pris de face. Alors, il y a deux grands besoins. Il y a le besoin des aidants actifs, c'est-à-dire comment organiser une vie de travail. 10% des Français de plus de 45 ans. 40% de nos aidants familiaux sont actifs. Ouais. Et donc là, je dirais, c'est peut-être pas un problème d'investissement financier, c'est fondamentalement un problème d'aménagement des conditions de travail. Par exemple, le droit opposable à des aménagements d'horaires, le droit opposable à passer à temps partiel, le fait qu'en prévoyance ou par ailleurs, le sacrifice monétaire que fait une personne en travaillant un peu moins est partiellement compensé. Il existe bien le crédit impôt famille pour les parents qui ont gardé leurs enfants. Il y a toute une série de mécanismes pour que la vie professionnelle reste conciliable avec ce que les gens... Et puis alors, il y a les aidants plus âgés, généralement le conjoint. Là, le problème fondamental, c'est les aider à se débrouiller dans l'organisation de la prise en charge de leur conjoint. Si vous regardez l'une des innovations remarquables au Japon, c'est qu'ils ont des personnels qui sont des gestionnaires de cas, ce sont des travailleurs d'une extrême qualification. Et puis il y a un deuxième besoin, c'est le droit au répit, c'est-à-dire qu'il est absurde de ne pas prévoir dans les plans personnalisés de quoi permettre à l'aidant de souffler. Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on verra les plans personnalisés d'autonomie décoller? Pour l'instant, on a plutôt quelques indications maussades. Alors tout le monde a envie de réagir. Pierre Maillard, puis Marianne Monchamp. Non, mais cette question des aidants, elle est essentielle, et c'est pour ça que je dis que c'est intergénérationnel. Et c'est les aidants familiaux. Oui, les aidants familiaux, mais les aidants familiaux, ça peut être des gens qui travaillent. Hein. C'est 47% des aidants, ils travaillent, ils sont actifs en entreprise, en administration, en organisme. Et ces personnes, elles ont une charge. Elles ont une double journée de travail, elles ont une charge affective, mentale, morale. Donc je pense qu'il y a vraiment des services à leur apporter. Des services d'assistance, des services d'aide, surtout que par rapport à cette question de la dépendance, on a parlé du sujet financier, mais il y a la question de l'orientation, il y a la question de l'information. Est-ce que la solution qui a été retenue pour la personne que j'aide, est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le... Voilà, je crois qu'il y a vraiment ces interrogations qui ont lieu. Donc c'est dans ce cadre qu'effectivement qu'il faut absolument améliorer la situation générale des aidants. Ça veut dire que la prévention aussi, la question de la prévention de la dépendance, elle ne commence pas à 60 ou à 62 ans.
elle commence en fait dès qu'on commence à travailler, parce que je pense que c'est une question par rapport... Mais c'est une question qu'on n'a pas envie de se poser quand on commence à travailler. Oui, mais c'est une question par rapport au risque professionnel, par exemple, par rapport effectivement à tout ce qui est effectivement la conciliation entre la vie professionnelle et puis la vie d'aidant, parce que quand on travaille, qu'on a 30 ans, on peut très bien avoir des grands-parents, voir ses parents aider ses grands-parents. Bon, donc c'est une question qui adresse tout le monde. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire dans le cadre de l'OSIRP, c'est de lancer une garantie d'assurance sur ce sujet qui s'adresse effectivement aux personnes qui sont dans la situation du congé de proche aidant, puisqu'il y a un congé qui a été adopté dans le cadre de la loi ASV, adaptation de la société au vieillissement, du 30 ou du 28 décembre 2015. Et ce congé proche aidant, il est très bien, mais il n'est pas rémunéré. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on n'apporte pas une compensation financière partielle? Et puis surtout, derrière, est-ce qu'on n'apporte pas des services d'assistance, d'aide qui permettent de prendre en compte la question de l'aidant? Parce que ces salariés font partie de la richesse, du capital richesse de l'entreprise. Et comme tout employeur, à mon avis, tous les employeurs ont intérêt... La fameuse richesse humaine dont on parlait ce matin. La richesse humaine dont on parlait ce matin, tous les employeurs ont intérêt à s'intéresser à cette question des salariés aidants. Aujourd'hui, il y a plus de personnes qui s'occupent de personnes âgées en tant qu'actifs que de salariés qui sont confrontés, ou qui sont en situation d'être parents d'enfants en bas âge. Marianne Monchamp, une réponse rapide, parce qu'on a encore beaucoup de questions qui viennent de la salle. Juste la question de l'information. On a vu tout à l'heure dans le sondage que nous a présenté Jean-Daniel Lévy et dans le micro-trottoir qu'on a réalisé que finalement, on ne s'informe pas. Est-ce que c'est parce que l'information n'est pas disponible ou qu'elle n'est pas disponible facilement ou juste parce qu'on fait la politique de l'autruche, comme disait tout à l'heure Jean-Daniel Lévy? Non, je crois qu'on peut convenir qu'on a un vrai problème d'accès de nos concitoyens à l'information. Sur le portail de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, nous avons essayé d'apporter un certain nombre de réponses, notamment en matière d'information sur les prix des établissements, mais on voit qu'il faut aller au-delà, on voit qu'il faut aller maintenant vers une information sur la qualité. Mais les demandes de nos concitoyens, ce sont aussi des demandes qui touchent au parcours, au point d'entrée, à la manière, au fond, d'obtenir les réponses. Les clics sont évidemment des lieux absolument indispensables qui vont permettre d'aborder les cas complexes et de commencer à apporter un certain nombre de réponses. Juste quand même sur les aidants, je voulais y revenir, il y a la question de la santé des aidants qui est un véritable sujet. Ils sont souvent fragilisés par leur situation d'aidant. Il y a l'idée du retour à la vie d'après. Quand la personne se retrouve n'ayant plus sa fonction d'aidant. Mais il y a aussi une autre question qui me semble centrale, c'est que les aidants ne doivent pas remplacer les professionnels. On n'est pas dans l'organisation d'une substitution. Il faut simplement que l'articulation entre les aidants et les professionnels s'améliore, et ça n'est pas toujours le cas en établissement comme à domicile. Là, il y a un vrai investissement collectif. C'est ce dont parlait Dominique Joseph, juste peut-être sur le rôle justement de ce statut d'aidant ou de cette prévention et statut d'aidant, quel est le rôle des mutuelles? Et comme il y a beaucoup de questions, je veux bien qu'on me les affiche, s'il vous plaît, les suivantes. Merci beaucoup. Non, sur la question des aidants, je pense que la réponse n'est pas de s'enfermer dans une notion de statut. À partir du moment où, en plus, je fais un lien avec nos tables rondes de ce matin, où on sait que quand on enferme nos concitoyens dans un statut, eh bien, on voit bien qu'il y a la sortie ou les passerelles. Et qu'est-ce qu'on rattache comme droit au statut? Donc, je crois qu'il faut aussi prendre les dents, ne pas saucissonner les personnes. On peut être aidant à un moment, continuer sa vie. Il nous faut concilier la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie familiale. Et donc, peut-être en termes de réponse, le statut n'est pas vertu, on a l'habitude de dire ça, et essayons plutôt de s'interroger sur l'information, l'accompagnement, la préparation à être aidant, et pour aussi savoir comment on va gérer cette phase-là. Et puis de faire vivre, faire reconnaître les droits qui existent déjà, puisqu'ils ont été cités, je ne vais pas les reprendre. Ça, c'est un sujet qu'on peut porter, nous, mutuelles, quand on est dans les entreprises, puisque beaucoup de nos mutuelles sont présentes dans les entreprises, et c'est un vrai travail que l'on peut mener avec les employeurs, voire avec nos partenaires syndicaux, parce que ça se négocie, et c'est cette question de l'aidant au sein de l'entreprise, de la fonction publique, elle est pleine et entière. Et aujourd'hui, l'aidant est tout seul
C'est vrai que les dons de jour, les dons d'heures, ça commence, mais il faut vraiment qu'on continue à travailler sur cette question-là. On voit qu'il y a la nécessité de la création d'un statut de l'aidant. Une nouvelle question de Valérie Legrand de la Mutualité française du Lot-et-Garonne. Les résidences autonomie offrent déjà un service correspondant aux attentes des personnes vieillissantes, être ensemble en préservant son autonomie. Les expériences montrent que les personnes âgées qui intègrent ces structures gagnent en qualité de vie grâce aux nombreuses animations. Est-ce que c'est à généraliser? Pierre Mayer, vous parliez tout à l'heure de la troisième voie, voilà, allez-y. Est-ce que c'est cet exemple-là qu'il faut suivre? Non, mais tout à fait, exactement. C'est ça. Hein. Une fois de plus, on peut se retrouver avec des personnes qui sont chez elles, mais qui vont être éloignées, isolées de tout. Donc la question aujourd'hui, effectivement, du retour en centre-ville ou en centre-village ou en centre-bourg de personnes qui ont été pendant plusieurs années dans une maison toutes seules, etc. Et je pense que ça a un effet, à mon avis, extrêmement positif. Donc complètement d'accord avec cette question. Bertrand Fragonard, c'est un exemple à suivre, ces résidences d'autonomie, c'est quelque chose qu'il faudrait généraliser? Avant de généraliser, il faudrait démarrer. Soyons quand même réalistes. Le volume des résidences d'autonomie est extrêmement menu par rapport aux 600 et quelques mille places d'EHPAD. Alors, avant de parler de généralisation, testons la crédibilité du modèle. Et il y a deux problèmes centraux. Un, qu'est-ce qui se passe dans ces structures lorsque tel ou tel des résidents vieillit, son état se dégrade? C'est un problème extrêmement complexe de savoir si on le garde à l'intérieur de la structure ou comment on aménage éventuellement son glissement vers l'EHPAD. Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est que pour l'instant, quand vous regardez la population qui fréquente ces établissements, elle est plutôt haut de gamme. Donc il y a un problème de solvabilité des ménages et je pense qu'il devrait se régler par une prestation qui n'est pas populaire, mais qui, je trouve, tout à fait remarquable, qui s'appelle l'allocation de logement, et qui permettrait de récupérer une partie des petites classes moyennes. Pour le reste, je suis très résolu à ce que, effectivement, on développe ce secteur. Mais pour l'instant, on n'est pas sûr que les fondamentaux y soient. Dominique Joseph, il y a deux choses dans ce que dit Bertrand Fragonard. Il faudrait que ça démarre, vous n'êtes pas d'accord visiblement. Et ensuite, c'est quand même quelque chose de clivant. Et en gros, c'est quand même des solutions pour les gens qui ont les moyens. Oui, mais je réagissais parce que la personne qui pose la question connaît très bien le sujet, puisque c'est une union territoriale, que c'est une réalisation mutualiste, que justement cette expérimentation... Donc elle a envie que vous répondiez oui, en fait. Elle est lancée. Après, derrière les notions d'expérimentation, on n'a jamais abordé le sujet de l'évaluation des réponses que l'on apporte sur le terrain. Est-ce que, voilà, il y a aussi que ça soit côté pouvoir public ou même pour nous mutuelles, cette question de l'évaluation, on l'intègre complètement. Je ne sais pas si c'est à généraliser, mais peut-être aussi faut-il faire preuve d'agilité. Peut-être que c'est une complémentarité de réponses qui aidera, voilà, parce que suivant les territoires, moi je ne crois pas à une réponse qui s'appliquerait partout sur nos territoires. Je pense qu'on est nombreux comme cela et qu'il y a là cette question d'agilité et de prise en compte de la réalité du terrain. Et puis, derrière ces questions-là, c'est la coordination. Quand on parle de SIAD ou d'HAD, c'est la question de coordination des professionnels et la question des passerelles. Et là aussi, on revient sur comment on prépare l'épisode d'après et comment on anticipe. Voilà, donc il n'y a pas une réponse uniforme, que ça soit en termes de domicile ou d'alternative au domicile, parce que quand on dit rester à domicile, mais si le domicile n'est pas adapté, si je suis toute seule dans mon domicile, que j'ai personne autour de moi, la solution n'est pas le domicile. C'est d'aller vers d'autres solutions et de s'y préparer. Allez, autre question. Sylvie Benjaber de la Mutuelle familiale. La dépendance ne doit-elle pas être financée sous la forme d'un droit universel fondé sur la solidarité nationale en regroupant les dispositifs existants dont personnellement je découvre l'existence, que sont PCH, APA et CSC. Et j'ai envie de dire, c'est un peu inquiétant que j'en découvre l'existence seulement maintenant parce que je dois les payer quelque part. Marianne Monchamp, on voit qu'il y a beaucoup d'inventivité sur le financement de tout ça. Est-ce que là, on a encore c'est vrai d'autres pistes de financement ?
On a aujourd'hui à trancher un certain nombre de questions. Est-ce que les politiques destinées aux personnes âgées doivent être différentes des politiques destinées à nos concitoyens en situation de handicap? Est-ce que, au fond, une approche unifiée de ces sujets-là, alors ça peut être générateur d'un certain nombre de surcoûts, nous le savons, et un certain nombre d'études nous ont permis de le mesurer, de l'évaluer. Mais au fond, est-ce qu'il nous faut continuer d'avoir des approches aussi segmentées avec deux politiques distinctes qui font qu'effectivement, dès que le handicap survient après 60 ans, on est une personne âgée, et si le handicap a pu survenir avant, alors là, pour le coup... À 59 ans, on ne sait pas bien comment on fait. Ouais. Donc, on voit bien que ça peut être quelque chose d'assez résistant au bon sens et à la compréhension, et que nous avons tout de même produit des niveaux de complexité absolument redoutables. On est très fort pour ça. Pierre Mayer, il faut que ce soit simple. Oui, en fait, la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avait le 16 octobre 2007, de mémoire, adopté des orientations stratégiques visant à créer un droit universel à la compensation, donc effectivement en supprimant la barrière d'âge, et en expliquant d'ailleurs très clairement que certainement ça allait avoir comme effet un coût financier supplémentaire pour les finances publiques, mais que forcément il devrait y avoir une répartition de la charge de financement entre une partie prise en charge par effectivement la sécurité sociale ou par les départements, une prise en charge par des contrats d'assurance à déterminer dans des conditions, etc. Et puis effectivement une prise en charge par les familles. Donc je pense que le sujet il a été posé très clairement il y a plus de 10 ans et je pense qu'on aurait intérêt à relire ce qu'a écrit la CNSA en 2007. Bertrand Fragonard, une réponse rapide s'il vous plaît, parce qu'il y a encore plein de questions qu'on aimerait bien traiter. Il y a une loi. Il y a une loi qui prévoit le rapprochement entre le handicap et la perte d'autonomie. C'est une loi qu'on a tendance à cantonner dans un oubli relatif. Oui, Marianne Monchamp, vous dites c'est très bien. Et comme l'a dit Marianne, le problème, ce n'est pas un problème de conception, c'est fondamentalement un problème financier. Le statut des aides, qui prenait les aides techniques, le statut des aidants, le statut des personnes handicapées est plus généreux. Et donc l'unification, il faut l'assumer, ça sera vraiment un des sujets du grand débat, c'est de savoir à quel rythme on met en œuvre la loi déjà votée. La fameuse question des décrets d'application. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut nous les afficher, s'il vous plaît, parce qu'on ne les voit pas. Marianne Monchamp, vous vouliez dire un mot sur cette loi à un moment? En attendant. Je ne dirai rien sur cette loi, une excellente loi. Mais je voulais engager tout le monde à lire les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dont Pierre Mayer vient de faire la promotion à l'instant, c'est tout. C'était juste un aparté. D'accord, on est en train de charger les prochaines questions, ça s'appelle des aléas du direct. Vous vouliez ajouter quelque chose, Dominique Joseph, sur cette question du financement et est-ce qu'on doit créer de nouvelles usines à gaz, j'allais dire? Vu de ma fenêtre, ce sont des usines à gaz. Oui, je crois que c'est important, votre fenêtre. Votre regard sur tout le sujet des financements, des cloisonnements, votre regard à vous, journalistes, c'est celui des Français. Et quand on parle de non-connaissance ou d'accès au droit, c'est même la facilité à accéder au droit. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat technique de M. Fragonard et de Mme Monchamp. Je ne suis pas assez technicienne et connaisseuse, mais c'est vrai que quand on empile des dispositifs, on oublie par moment de les faire vivre. Et surtout, c'est l'accès à la connaissance des dispositifs. Par contre, sur une des questions qui étaient posées, c'est pour nous, en mutualité, la question du socle. Alors, comment on l'organise, du socle de solidarité nationale est important. Alors, cinquième branche, on sait déjà qu'il y a des interventions. Peut-être qu'il faut le fluidifier, le renforcer, le faire connaître, mais ça ne suffira pas. Et la question pour nous, aujourd'hui en mutualité, et c'est une des propositions sur lesquelles on travaille, c'est même si, j'ai dit au début,
que le sujet n'était pas uniquement financier, que ça emportait un débat sociétal de prévention, mais il y a quand même aussi, parce qu'on l'a vu dans la question du financement, et nous travaillons, ou on réfléchit sur la question d'une assurance dépendance obligatoire. Parce que Pierre Mayer le disait, il y a ceux qui peuvent, ceux qui sont à un certain niveau, là on parlait de certaines structures qui connaissent donc l'accès, et il y a de l'inégalité aujourd'hui dans toutes ces prises en charge. Et la question dans le petit film on le voyait, est-ce que l'épargne relève de moi seule, ou est-ce qu'on peut envisager d'inciter à cette assurance dépendance obligatoire qui nous permettra de mutualiser et donc une accessibilité financière. Il y a peut-être la notion d'obligatoire qui posera à un moment ou un autre un problème. Dernière question, parce qu'après j'ai moi-même une autre question qui vous servira pour conclure. Pouvez-vous préciser, Pierre Mayer, le concept de maison intermédiaire ? C'est le concept de logement intermédiaire. Alors, je pense qu'il y a les MARPA, c'est les maisons d'accueil des personnes âgées qui ont été à l'origine créées par la mutualité sociale agricole. Je crois que les MARPA, voilà, c'est un très bon, c'est plutôt une très bonne illustration, un bon exemple. J'ajoute au passage qu'il y a une question centrale au-delà de la dépendance sur les personnes âgées, c'est la question de l'isolement. Et on sait que l'isolement est lui-même un facteur de dépendance voilà. Donc, je pense qu'on a vraiment intérêt à investir sur ces questions en prévention et notamment en proposant des solutions qui sont intermédiaires, qui ne sont pas l'EHPAD. Pour des personnes qui sont par ailleurs soit totalement indépendantes et qui n'ont absolument aucun problème de dépendance, soit on va commencer à être sur des personnes qui sont effectivement un peu fragiles. Après, la question de savoir, est-ce qu'il y a un parcours de la personne, parce que Bertrand Fragonard y a fait référence en disant, mais que le problème, c'est de poser une bonne question, comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe lorsque la personne qui a été dans ce logement intermédiaire se trouve elle-même en situation de dépendance? J'ai envie de dire que la réponse, elle est forcément différenciée selon l'état de la personne. Et individualisée, et qu'il n'y a pas de réponse collective. Voilà, et je pense qu'on doit être capable de pouvoir apporter ces réponses-là. Il nous reste 4 minutes 30. De débat. Avant de terminer, le président de la République a annoncé hier sur cette scène qu'une loi sur la dépense serait votée avant la fin de l'année prochaine. Si cette loi devait contenir, absolument 3 mesures, quelles seraient-elles? On va faire le tour du plus proche de moi au plus éloigné de moi, de Bertrand Fragonard à Dominique Joseph. Bertrand Fragonard. Pour moi, la priorité catégorique, c'est ancrer la politique de maintien à domicile. Ça me permet d'ailleurs de réagir à la question sur la santé financière des associations. Si vous voulez faire mon boulot, allez-y. Oui. À partir du moment où on veut s'appuyer sur les services, il faut encore que leur structuration soit correcte. Or, comme les départements considèrent qu'ils sont hors d'état d'engager plus de fonds, ils exercent une pression sur les associations et tout ça rétroagit sur la capacité de maintenir les gens à domicile. Donc pour moi, la mesure numéro 1, c'est bien entendu sur le long terme travailler sur le maintien à domicile. Le 2, c'est le statut des aidants. Le 3, c'est l'amélioration de la qualité de vie dans les EHPAD. Marianne Monchamp, je ne vais pas vous demander, et c'est pour ça que je ne vous ai pas posé la question, si c'est une bonne idée d'avoir une loi. Qu'est-ce qu'il faut mettre absolument dedans pour que cette loi elle soit efficace et justement qu'on ne crée pas des machins trop complexes et des machins qui ne prennent pas en compte l'ensemble des cas individuels, parce que c'est une question individuelle. Déjà, il me semble important que cette loi soit en réalité une loi d'orientation, une loi cadre, et pas une loi technique qui résolvent tel ou tel aspect de la question de la perte d'autonomie. On a malheureusement trop souvent dérogé à cette ambition, on ne s'y est pas tenu et on s'est rendu compte que nous étions passés à côté de la cible. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que cette loi doit permettre d'intégrer absolument la dimension de l'anticipation que nous avons évoquée et la dimension des préventions. Le but, le sens de l'histoire, c'est de faire que le moins grand nombre de nos concitoyens ne se trouvent à terme dans une situation de perte d'autonomie lourde. C'est un défi, c'est un combat pour que les années de vie gagnées
comme on dit, vaille la peine d'être vécu. Le troisième élément, c'est de savoir comment on pilote une affaire pareille. Et la question du pilotage est centrale. Le chef de l'État l'a évoqué hier dans son propos. L'État fait des choses, mais l'État ne peut rien sans les parties prenantes. Et l'heure est venue de veiller à ce que l'ensemble des parties prenantes soient bien associées au pilotage de ces politiques de l'autonomie. C'est absolument incontournable pour qu'elles soient comprises, qu'elles soient partagées et qu'elles soient pas hors sol. Et qu'ensuite, sur les territoires, par l'innovation que portent les acteurs dont vous êtes, on puisse bien avoir cette grande rencontre entre une impulsion nationale et le foisonnement des réponses partout sur nos territoires. Pierre Maillard ? Je crois que cette loi, elle doit respecter une forme de triple A. Le premier A, c'est APA en établissement. Je pense qu'il faut apporter une réponse mesurée à la hauteur des enjeux financiers, évidemment, mais je pense qu'il faut améliorer la question de l'APA en établissement, selon peut-être un calendrier progressif. Deuxième A, c'est assurance dépendance. Je pense qu'il faut labelliser des contrats d'assurance dépendance qui permettent, alors est-ce que c'est à titre obligatoire, est-ce que c'est à titre facultatif? En tout cas, ça doit commencer dans les entreprises, ça doit être quelque chose de collectif, ça doit être quelque chose qui peut se continuer à titre individuel, et des contrats labellisés qui apportent de la confiance au consommateur, enfin à la personne qui va souscrire. Et puis troisième A, évidemment, A comme aidant. Dominique Joseph. Alors, je ne vais pas rajouter parce qu'on est déjà, si on fait la somme de tout ce que nous avons dit, ça fait déjà beaucoup de critères. Alors, je partage l'idée d'une loi cadre. Alors, je ne vais pas rajouter sur que cette loi intègre la possibilité d'une assurance dépendance, alors obligatoire, mais en tous les cas d'avoir une orientation forte sur cette question-là. Deuxième, peut-être un point où, parce qu'il y a aussi la question des financements, de l'utilisation des financements, c'est d'intégrer une notion d'investissement social et qui a un lien aussi avec l'économie sociale et solidaire. Je crois que ça mériterait d'être intégré dans une loi cadre et également que cette loi ne veuille pas tout gérer depuis Paris, c'est-à-dire d'avoir une loi qui permette déjà aux acteurs de faire des propositions, qu'on leur fasse confiance et que ces propositions, elles puissent être portées avec les acteurs locaux et sur la base de l'évaluation des besoins des personnes et des besoins territoriaux. Donc autrement, on sera hors sol et ça serait encore une loi qui ne pourrait pas s'appliquer, que nous vivrions, nous, acteurs de ce champ-là, qui est très important pour nous, plus comme de la réglementation complémentaire, de la surréglementation, et ça ne pourra pas le faire. Là, il faut faire preuve d'intelligence pragmatique et de confiance aux acteurs. Et peut-être dans ce sujet-là, plus que dans tout autre, parce que c'est encore une fois un sujet extrêmement complexe et qui touche à tout le monde. En tout cas, je suis ravi qu'on ait pu en débattre de façon apaisée. Je vous remercie pour l'ensemble des propositions très concrètes et les points de vue que vous nous avez apportés cet après-midi. Merci à tous les quatre. Cette table ronde est donc terminée. Restez avec nous, on va juste changer de décor.